qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi est-ce qu'on a besoin de réformes et pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas. Il y a un écocide. La Turquie, le Japon, la Chine. Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. Alors vous voulez qu'on donne un coup de main au changement après que le changement ait échoué? Il faut qu'on parle de tout ça, non ? Réputé pour s'en tenir le plus loin possible, le mépriser ou encore en faire un nouveau cheval de bataille dans une quête de sens, le rapport des jeunes au travail, c'est typiquement ce genre de sujet qui ressort lors des repas du dimanche et dont on se passerait bien, à vrai dire, quand on est le benjamin de la famille, reclus, en bout de table. Sujet particulièrement politique, tant le travail structure notre vie sociale, il est encore un des dénominateurs communs pourtant qui traverse toutes les générations et sur lequel nous projetons tant d'idées reçues, comme je viens honteusement de le faire. Un portrait positif des jeunesses au travail, au-delà des mythes, c'est le titre d'un rapport de Terra Nova publié le 1er février dernier et disponible sur son site internet. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Suzanne Gorge, directrice générale adjointe de Terra Nova. Alors Suzanne, pour commencer, je voudrais savoir, question vraiment naïve, pourquoi s'être lancée dans ce projet de rapport pour Terra Nova ? Alors on a été assez surpris avec l'équipe de Terra Nova et avec les experts qui composent notre écosystème, des nombreuses tribunes, enquêtes, sondages qui ont été publiés notamment en 2023 et qui mettaient en avant le désengagement, voire la flemme des jeunes, avec des termes qui étaient assez forts, génération canapé, génération de la flemme, et on s'est dit ça va quand même à l'encontre de toutes les enquêtes qui ont été faites depuis des années sur le travail. Je pense par exemple à l'enquête INSEE, Histoire de vie, je pense aux travaux de la DARES, je pense aux travaux de Dominique Méda. Et ça serait intéressant de pouvoir, faire une très grosse enquête quanti, donc avec un échantillon qui soit significatif, pour finalement poser toute une série de questions à cette jeunesse, donc des actifs entre 18 et 30 ans. Et on poserait la même série de questions à des seniors, en tout cas des moins jeunes, donc entre 30 et 65 ans, pour finalement mesurer déjà s'il y a des différences entre ces deux générations, et si ces différences, elles sont conjoncturelles, c'est-à-dire liées à des événements extérieurs. Je pense par exemple à la crise sanitaire, je pense à la réforme des retraites, à toute une série d'items, ou si elles sont générationnelles et qu'elles concernent vraiment uniquement les jeunes qui viennent d'arriver sur le marché du travail. Alors justement, tu as évoqué plein de choses. On va revenir d'abord sur, en termes de méthodologie, sur cet échantillon. Donc là, on parle bien d'actifs, donc de gens qui sont sur le marché du travail, ceux qui cherchent un travail mais qui ont déjà connu une situation d'emploi, ou ceux qui sont dans leur entreprise par exemple. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas élargi cet échantillon à ceux qui font ce qu'on appellerait des jobs étudiants, des jobs alimentaires, qui connaissent aussi dans leur vie de tous les jours finalement, qu'étudiants mais qui connaissent le travail à travers cette voie-là en particulier ? Moi, je séparerais job étudiant et job alimentaire. Nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment d'avoir la perception des gens sur une réalité, c'est-à-dire vraiment sur un travail vécu et pas sur un imaginaire du travail. Et quand on a un job étudiant, on sait que c'est pour une durée qui est précise. On se projette pas, on n'a pas de perspective dans ce job-là. Et donc, c'est pas du tout les mêmes questions qui se posent en termes d'équilibre vie pro, vie perso, de rémunération, de carrière. Et donc, pour nous, c'est un public qui est encore différent. Par contre, on a dans cette enquête, donc, qui interroge 5000 personnes, 3000 personnes entre 18 et 30 ans et 2000 personnes plus âgées. On a des gens qui sont au chômage, mais qui ont eu déjà une expérience du travail, qui ont déjà travaillé. Donc on a des profils différents, mais en effet, on n'a pas d'étudiants pour avoir vraiment cette expérience vécue. C'est extrêmement important pour nous. Et justement, dans ta première réponse, tu parlais que l'emploi aussi, le travail transportait tout un imaginaire du canapé, de la flemme aussi. Et c'est vrai que post-Covid, on a vu apparaître aussi un nouveau vocabulaire autour de ces questions. Je pense notamment à la démission silencieuse, qui est en fait le fait d'en faire le moins possible au travail, ou alors la démission bruyante, c'est-à-dire de s'en aller, de démissionner en claquant la porte, ou la grande démission, comme s'il y avait eu une vague comme ça qui avait emporté toute la jeunesse hors de ces entreprises. Est-ce qu'elles sont vraies, ces représentations, finalement, ou est-ce que c'était une passade, ou plus un engouement médiatique, un engouement de société ?
Je pense que ça a été un phénomène médiatique, mais qui pour moi ne reflétait pas la réalité de la situation, notamment en France, parce que tu parlais de grande démission, c'est un phénomène qui est plutôt américain, anglo-saxon que français. Finalement, ça n'a pas concerné un grand nombre de personnes en France, mais en tout cas, rien ne corrobore ça dans notre étude, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi, je pense, de pouvoir apporter un discours et des éléments chiffrés un peu différents de ce qu'on a l'habitude d'entendre et ce qui me semble être parfois des raccourcis. Et quand on creuse, il y a des différences, c'est sûr, entre les jeunes et les moins jeunes, on va en parler. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a une grande continuité de réponses finalement entre eux, et que notre rapport au travail, il évolue, c'est normal, il a toujours évolué, mais pas spécifiquement pour les jeunes ou pour les moins jeunes. Et puis, on va aussi en parler ensemble, c'est qu'il y a plusieurs jeunesses, et moi, ça me semble erroné aujourd'hui de dire les jeunes ou la génération Z, ils sont comme ci ou comme ça. Quand on cherche, quand on creuse derrière, on voit qu'il y a énormément de singularités et qu'il ne faut pas s'imaginer parler un tout, mais qu'il y a une diversité aussi en fonction du niveau de diplôme, de la CSP et de la réalité du travail qu'on effectue. Alors, il y a quand même une réalité assez commune à tous les jeunes, c'est que les jeunes sont sévères en fait envers eux-mêmes, presque autant, si ce n'est plus, que ne le sont leurs aînés à leur rencontre. Comment on explique que les jeunes ont intériorisé ces préjugés envers eux-mêmes en fait ? Voilà, ça c'est vraiment intéressant, et ça se voit beaucoup dans l'étude, c'est que les managers notamment ont une vision, en tout cas déclarent que les jeunes ont un rapport au travail qui a énormément changé, et malheureusement c'est pas forcément très positif. Plus de 70% des managers considèrent que les jeunes sont moins fidèles, moins solidaires, moins engagés. Donc tous ces discours au moment où tu arrives dans l'entreprise, et au moment où même tu parlais de repas de famille, je pense que tout ça s'imprègne. Et les jeunes arrivent sur le marché du travail en étant eux-mêmes presque convaincus de ça. Et ce qui est intéressant dans l'enquête, c'est qu'on leur a posé la question, est-ce que vous pensez que votre génération, elle est moins fidèle, moins engagée ? Ils disent tous oui. Mais quand on leur pose la question de, oui, mais vous, directement, dans votre emploi, est-ce que vous êtes moins fidèle, moins engagé que vos collègues ? Et là, ils disent non. Donc c'est là-dessus qu'il nous semble qu'il y a des choses à creuser. Et ça pose des questions aussi sur la manière dont on accueille les jeunes dans nos entreprises aujourd'hui et dont on les manage. Donc il n'y a pas de conscience de classe par hasard, non, c'est vraiment c'est un rapport très individuel à son propre exactement passif, hein. Ouais. Et après il y a le rapport au travail de chacun, il évolue en fonction de nombreux facteurs, on va en parler ensemble. Ouais. Mais là, si on essaye d'être un peu généraliste, en tout cas, c'est sûr, c'est que les aînés ont une vision des jeunes qui est assez négative, et les jeunes ont imprégné ces stéréotypes et malheureusement arrivent sur le marché du travail avec déjà des idées sur la manière dont eux sont perçus. Et ça me semble plutôt néfaste. Alors, je voudrais qu'on revienne ensuite sur les résultats de cette enquête. Pourquoi est-ce qu'en fait les jeunes, ils sont en général pas plus stressés que ça par la précarité qui les guette ? En fait, c'est quelque chose qu'on voit en lisant l'étude, c'est que, bon, t'en parlais en introduction, ils sont face à une conjoncture assez dure. On parle de crise du logement, d'inflation, de politique aussi économique plus austère, et pourtant on ne les sent pas plus stressés que ça. Qu'est-ce qui explique en fait ? C'est quoi ? C'est le fait d'être confronté à des multicrises depuis plusieurs années maintenant ? Alors, ce que je pense, c'est que quand même, on est sur un marché du travail qui a énormément évolué. En tout cas, par rapport au moment où les aînés, donc les gens entre 45 et 65 ans, sont rentrés. Je te donne juste un chiffre. Le taux de chômage en 2013, pour les hommes, il était de 29%. Pour les femmes, 24%. En 2023, 16% et respectivement 18%. Donc, on voit quand même qu'on est dans un marché du travail qui est du coup plus accessible, avec un taux de chômage qui est moins élevé, même si j'ai bien conscience qu'il y a eu récemment quelques évolutions. Mais donc, les jeunes arrivent sur un marché du travail moins tendu, et donc il y a un rapport de force aussi avec les employeurs qui évoluent et qui parfois, en fonction des métiers, se fait au bénéfice de la personne qui arrive. Je vous donne des exemples. Il y a des métiers qui sont vraiment en tension. Je pense à l'hôtellerie, restauration. Je pense à des métiers du care. Il y a des métiers sur lesquels c'est très très compliqué aujourd'hui de recruter. Quelqu'un qui arrive et à qui quelques années plus tard on propose des meilleures conditions de travail, un meilleur salaire. C'est quelqu'un qui va quitter son job en étant
étant peut-être un peu moins angoissé que la personne avant lui il y a une cinquantaine d'années. Donc évidemment, le marché et la situation économique fait que c'est moins risqué aujourd'hui de quitter son job que ça l'a été il y a des années de ça. Je voulais qu'on revienne aussi sur un des résultats de l'enquête, c'est l'intérêt que les jeunes portent à leur rémunération, qui est un des facteurs les plus importants sur lesquels ils comptent. Pourquoi est-ce qu'ils sont autant insatisfaits de leur rémunération, en particulier quand ce sont les femmes les plus jeunes ou ceux qui ont du mal à s'insérer sur le marché de l'emploi? Et il y a aussi une dernière catégorie, ce sont les habitants de l'agglomération parisienne. Alors pour les femmes, on imagine très bien que c'est structurel, mais pour les autres? Alors ça me permet de rappeler un point qui est primordial sur les attentes des jeunes vis-à-vis de leur travail. On a beaucoup parlé de la question de la quête de sens, de l'équilibre. C'est des éléments qui sont en effet bien là. Mais la première préoccupation des jeunes et des moins jeunes, c'est la rémunération. Et là-dessus, on le voit il y a une très forte continuité des attentes entre les jeunes et les vieux. Dire ça comme ça. Après, on n'attend pas la même chose. Souvent, en fait, c'est pas une question d'âge, c'est plutôt une question de position dans le cycle de vie. C'est-à-dire que au moment où on a son premier enfant, au moment où on fait un prêt immobilier pour acheter son appartement ou sa résidence, la question de la sécurité financière devient primordiale, alors qu'avant, c'est plutôt la question du montant des revenus. Je m'explique. Les jeunes veulent avoir un salaire élevé, quitte à avoir des primes, des systèmes de primes, et à la fin de l'année, ça fait un chiffre qui est élevé, alors que les personnes plus âgées préfèrent avoir un revenu plus équilibré sur l'année, mais pour pouvoir rembourser des prêts, etc., et donc privilégient vraiment la sécurité. Mais dans les deux cas, la question de la rémunération est évidemment une question primordiale. Alors une autre demande aussi des jeunes, c'est qu'ils ne sont pas frontalement opposés à l'autorité, mais ils privilégient énormément le dialogue aussi pour comprendre les décisions et pour résoudre le conflit. Comment est-ce qu'on traduit ce besoin de dialogue en termes de management, ou de process, ou de droit? Quelle réponse est-ce qu'ils essayent d'apporter? Oui, donc parmi les éléments de réponse, il faut bien avoir en tête que le niveau moyen de formation, il a énormément augmenté. En 86, on avait un niveau de scolarisation à 21 ans qui était de 20% de la population. En 2021, c'est 50%. Donc on a quand même des jeunes qui arrivent sur le marché du travail en étant bien mieux formés. Donc après, l'idée de se dire que les jeunes ont besoin de comprendre les décisions pour pouvoir les accepter, moi je pense que c'est aussi lié à ça, c'est-à-dire que développer son esprit critique, avoir besoin de comprendre pourquoi je fais quelque chose, quel est le sens de la tâche qu'on me demande. Personnellement, je trouve que c'est plutôt un progrès et je pense que ça devrait être valorisé. Après, ce que je trouve intéressant dans l'enquête, c'est qu'en fait, on voit une différence entre les grandes entreprises et les TPE là-dessus. 47% des jeunes actifs dans les grandes entreprises déclarent avoir besoin de comprendre les décisions pour les accepter. C'est 5 points de plus que les TPE. Donc je pense que ça me permet d'embrayer sur la question du management. On a besoin aussi je pense qu'en France, on a un rapport au management qui est extrêmement hiérarchique. On a été pendant très longtemps drivé par le taylorisme, par le lean management. Le confinement et le télétravail ont évidemment changé ça. Et de plus en plus, il y a beaucoup d'entreprises qui repensent leur modèle de management. Mais il me semble que plus on va donner aux jeunes de l'autonomie, de la capacité à se questionner sur ce qu'ils font, la capacité à participer aussi à des instances de décision, comprendre la stratégie de l'entreprise, y être associés, ça va leur permettre aussi peut-être de mieux comprendre ce qu'ils font, d'accepter plus facilement et d'être en fait associés à la définition de la stratégie, et donc plus juste appliquer bêtement entre guillemets une décision ou un ordre qu'on nous impose de faire, mais toujours le questionner, être esprit critique et pouvoir après être force de proposition aussi sur ces éléments-là. Oui, puis dans l'idée aussi d'être en présentiel, c'est l'idée aussi qu'il y a un apprentissage qui ne peut pas passer soit par les cours par exemple, ou c'est tout ce qui est la question du savoir-être aussi. Il y a aussi cette idée de pouvoir s'intéresser aussi aux autres métiers dans l'entreprise, savoir quels sont les leviers pour y arriver aussi, peut-être un apprentissage des codes du travail plus informel. C'est ce qui ressort aussi peut-être
de vouloir comprendre comment ça se passe vraiment dans une entreprise quand je viens d'arriver, quand c'est mon premier emploi notamment. C'est vrai que ce management très hiérarchique qui laisse peu de place à l'autonomie, à l'horizontalité, ça force les gens à travailler en silo et finalement ça évite ou ça empêche surtout de comprendre comment travaillent mes collègues, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce qu'on peut monter un peu différemment, qu'est-ce que notre génération aussi peut apporter, que peut faire comme différence sur l'organisation générale de l'entreprise. Et moi je pense qu'il y a pas mal d'idées et de choses à développer. Je pense au développement continu des compétences. Moi, ça m'a beaucoup marqué dans cette enquête de voir que finalement, le désir de progression professionnelle chez les jeunes, il est extrêmement fort. Enfin, ils ont envie qu'on leur confie des dossiers, ils ont envie d'avoir des responsabilités, ils ont envie de monter en compétences. Et d'ailleurs, c'est un des freins au télétravail. On en reparlera peut-être, mais moi, j'étais sûre que les jeunes étaient plus désireux que leurs aînés de faire du télétravail. Et en fait, dans les réponses, c'est pas le cas. Alors, ils veulent pouvoir en faire parce que c'est la preuve de la flexibilité de l'entreprise et ça fait partie des critères d'attractivité d'une entreprise. Ils disent cette entreprise, elle propose des conditions de travail qui sont agréables. Mais par contre, dans la pratique du télétravail, ils ont un regard assez négatif parce que ça les empêche de discuter avec leurs collègues, de se positionner sur des dossiers, d'aller voir leur manager, de poser des questions. Et donc finalement, ils ont une perception, une réalité du télétravail qui est pas très très positive. Et donc, je trouve que ça pose des questions aussi sur le mode de management. Donc, plus d'autonomie, plus de développement continu des compétences, leur montrer qu'ils ont des perspectives de progression, les accompagner dans ces perspectives-là, leur donner la possibilité de participer aux décisions concernant leur travail. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment extrêmement important. On voit qu'il y a des pays, comme je pense par exemple à l'Allemagne, où on a un mindset là-dessus qui est bien plus progressiste que la France. Je pense qu'on a encore beaucoup de marge de manœuvre et beaucoup de marge de progrès pour impliquer davantage des collaborateurs dans les décisions d'ailleurs qui les concernent. Alors là, je voudrais qu'on fasse maintenant un bond. On s'est beaucoup intéressé aux jeunes qui entrent sur le marché du travail, mais il y a aussi les jeunes qui y sont toujours, et je voulais qu'on s'intéresse aux inégalités de genre qui commencent lors de l'entrée dans la parentalité. Comment est-ce que ces inégalités de genre, je pense par exemple aux femmes qui s'occupent des enfants, elles se répercutent sur le rapport au travail des jeunes femmes ? Ce qu'on voit, c'est que dès le début, il y a des différences. Il faudrait que je retrouve. Il y avait une enquête super intéressante dans une école d'ingénieurs où, en fait, donc à diplôme vraiment égal au moment où on rentre sur le marché du travail, les femmes demandaient beaucoup moins comme rémunération que les hommes. Donc ça, c'est quand même un premier sujet. C'est-à-dire, avant même d'avoir commencé leur job, déjà, elles se dévalorisent. Et après, selon l'INSEE, il y avait une enquête qui a été publiée en 2023. Le salaire des femmes dans le secteur privé est inférieur de 4% à celui des hommes. À temps de travail et postes comparables. Donc ça, déjà, il y a une différence. Et ensuite, dans le parcours de vie, notamment des femmes, on voit qu'il y a plus de temps partiel, il y a plus de congés parentaux, il y a des carrières qui sont plus hachées et puis les écarts croissent au fur et à mesure du nombre d'enfants. Donc on voit qu'il y a une différence dès le début, une différence qui s'accroît et qu'on n'arrive pas ensuite à récupérer au fur et à mesure du temps. Je voudrais qu'on s'intéresse ensuite à une autre catégorie, donc c'est les jeunes qui sont issus des CSP- et qui ont un rapport plus négatif au travail parce que confrontés à des pénibilités différentes, très compliquées, ça peut être par exemple des plages horaires plus étendues, ça peut être des répétitions de mouvements aussi. Quelles pourraient être les priorités pour améliorer leur bien-être, ou est-ce que c'est seulement une question de revenus finalement ? Ça revient un peu à ce qu'on disait au début. Ça c'est très intéressant parce que dans l'enquête justement on a posé la question est-ce que vous souffrez de pénibilité dans votre travail ? Il y avait des choses comme porter des charges lourdes, être exposé à des produits chimiques, être sur l'écran, être debout, enfin il y avait plein de... Et alors là il y a une vraie différence entre les jeunes et les vieux, c'est-à-dire que les jeunes sont beaucoup plus exposés à ces facteurs de pénibilité que leurs aînés. Alors parmi les facteurs ou les explications qu'on a trouvées, il me semble que souvent dans une entreprise c'est un peu les derniers arrivés qui récupèrent les tâches les plus ingrates et puis comme ils sont dans une meilleure forme physique aussi on leur laisse porter les choses, les cartons et puis en plus ça c'est assez intéressant, c'est que en fait la situation de l'emploi faiblement rémunéré et faiblement valorisé en France elle a vachement évolué, c'est-à-dire
c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de gens dans des usines aujourd'hui, mais c'est des nouveaux métiers comme par exemple la logistique, les métiers du care pour les femmes, qui sont des métiers finalement très pénibles, alors, faiblement valorisés par la société dans son ensemble, mais aussi très durs physiquement. Les métiers du care, il faut sans cesse porter les gens, il y a beaucoup de bruit. Psychologiquement aussi, vous vous retrouvez dans des situations avec des gens qui sont dans des situations de fragilité, donc il faut pouvoir gérer tout ça. Et c'est des métiers aujourd'hui qui sont très dévalorisés, aussi bien en termes de conditions de travail qu'en termes de rémunération. Et malheureusement, c'est des métiers dans lesquels on retrouve davantage de gens de CSP-. Et donc, pour moi, c'est plus la réalité du métier sur lequel il faut travailler et les conditions de travail de ces métiers-là qui sont pourtant essentielles. Et on l'a revu au moment de la crise sanitaire, tout le monde l'a redit. Il y a eu quelques revalorisations salariales dans le cadre du Ségur, mais malheureusement, ça ne répond pas, me semble-t-il, à l'intégralité des enjeux, surtout vu le choc démographique qu'on va avoir et la nécessité qu'on va de prendre en charge de plus en plus de personnes âgées. Ce qui me fait penser, c'est que la question de la pénibilité au travail, ça nous invite aussi à repenser peut-être le rôle des DRH aussi. Comment est-ce qu'on peut imaginer le rôle des directeurs, directrices des ressources humaines demain ? Surtout qu'il va y avoir beaucoup de nouveautés. Je pense par exemple à l'automatisation, je pense à la semaine de 4 jours, je pense à la place de l'intelligence artificielle qui va aussi changer un certain nombre d'emplois et pas forcément les plus qualifiés d'ailleurs. Ça c'est assez intéressant. Donc le rôle du DRH, ça va être de s'adapter et de permettre à ces équipes de se former pour répondre à ces nouveaux enjeux et d'en faire, en tout cas pour l'intelligence artificielle, peut-être une source... Apprendre à apprendre, à utiliser ces... C'est ça, et puis déplacer la valeur que sur des tâches qui étaient très routinières et qui étaient très administratives, finalement, le contact humain, et c'est là-dessus qu'on peut accompagner les gens pour les former, pour répondre à ces enjeux-là, sur lesquels la machine ne pourra pas faire. Merci Suzanne, on va arriver vers la fin de notre enquête. Alors pour revenir un peu sur l'utilisation des enquêtes, quelle suite est-ce que vous essayez de lui donner à Terra Nova, à cette étude en particulier et aux études en général ? Comment vous la portez auprès des décideurs publics, par exemple ? Finalement, ce qu'on retient de cette enquête, c'est que là où on imaginait qu'il allait y avoir des différences très fortes entre les jeunes et les vieux, c'était vraiment sur le rapport des jeunes au travail. Et en fait, c'est plutôt la génération des aînés qui se distingue. C'est eux qui répondent différemment. C'est eux qui sont un peu plus désengagés. Alors, c'est complètement normal et c'est lié à plusieurs facteurs. Le premier, c'est que les entreprises leur proposent moins de perspectives d'évolution aussi. De plus en plus, il y a moins de formations, il y a moins de dossiers intéressants. Donc, on les met aussi un peu à l'écart. Et puis, c'est parce qu'ils peuvent avoir un conjoint, une conjointe qui est déjà à la retraite. Donc, forcément, leur centre d'intérêt évolue et c'est tout à fait normal. Mais la question qu'on se pose, c'est comment, dans le cadre de la réforme des retraites, où on va être amené à travailler de plus en plus longtemps, comment on permet aussi à ces gens-là de rester engagés, motivés, de pouvoir transmettre leurs compétences et leur savoir-faire et du coup de faire en sorte que les entreprises les considèrent jusqu'à la fin comme faisant partie de l'effectif et en leur offrant les mêmes possibilités qu'aux autres. Et ça, je pense que ça va être peut-être un sujet pour nous d'une prochaine étude. Merci beaucoup Suzanne pour cet entretien. Si vous voulez aller plus loin, je vous renvoie vers le site de Terra Nova et je vous invite à nous suivre sur Instagram, sur LinkedIn et à nous écouter tous nos futurs épisodes sur vos plateformes privilégiées. Je vous remercie.